Salut à tous et bienvenue sur Eric Studio Jeux de plateau. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à Outlive, le jeu de Gregory Oliver, illustré par Miguel Coimbra, édité par la boîte de jeux. La particularité que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir la Complete Edition. La Complete Edition, en fait, c'est simplement le fait que dans une seule et même boîte, on retrouve le jeu de base plus l'extension Underwater. Pas Underwater City, Underwater. Underwater, c'est une base sous-marine qui est accompagné de nouvelles mécaniques. Là, par exemple, on voit à l'écran le robot. Il y a de nouvelles actions. L'extension apporte aussi quelques cartes en plus, quelques tuiles en plus. Voilà, quelques mécaniques supplémentaires qu'on découvrira pendant la mise en place et pendant la partie. L'autre particularité de cette Complete Edition, c'est qu'elle est très bon marché. C'est-à-dire qu'on la trouve pour, je crois que je l'ai acheté 41 € en boutique. Donc aujourd'hui, on doit la trouver pour une quarantaine d'euros sur les boutiques en ligne. Moi, je l'ai acheté en boutique à Vichy et ouais, je l'ai eu pour 40 ou 42 euros, je crois. Donc, si vous voulez, on peut souligner l'effort qui est fait par l'éditeur pour nous proposer un jeu absolument complet à un prix très raisonnable. Alors, bien sûr, euh, il y a certains points qui montrent que la stratégie commerciale s'est tournée plutôt vers la préservation d'un prix attractif, puisque, par exemple, on a un fond de boîte qui n'est pas du tout doté d'organisation, de rangement. Voilà, tout est mis pêle-mêle dans la boîte. Maintenant, vu le prix, on ne peut pas vraiment en vouloir à l'éditeur, je pense. Par contre, en termes de matériel, le jeu est très bien fourni. On va voir, tout est complet. Il y a beaucoup de cartes, beaucoup de tuiles, beaucoup de pions. On a les meeples en bois comme dans le jeu de base originel. Enfin, vraiment, il ne manque rien et l'extension est complète. La seule chose qui peut faire défaut, peut-être, et qui, je crois, est contenue dans la nouvelle version, qui est une version Deluxe édition, je crois, ce sont les plateaux joueurs double couche, que j'ai vu un moment vendus en ligne pour, je sais plus combien, pour 20 euros, je crois, et qui, j'ai l'impression, sont désormais contenus dans la boîte de luxe. Voilà, donc ça c'est à voir, à vérifier, mais c'est la seule chose qui manque dans cette édition-là. Donc on a les plateaux en carton souple, mais bon, encore une fois, c'est pas trop le problème. Ce qui est appréciable par contre, c'est que donc Underwater contient la règle solo. Il n'y a pas besoin d'aller la chercher sur Internet ou quoi que ce soit. Euh, Ainsi que tout le matériel nécessaire pour jouer contre un adversaire virtuel. Adversaire virtuel qui, à mon sens, représente et donne tout son intérêt à ce jeu. Vraiment. On est en effet face à un automate qui est capable de jouer comme un joueur humain, ce qui est assez rare. On le verra. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui va s'organiser en deux temps. Un premier temps consacré à la mise en place de la partie avec l'extension Underwater, et puis la partie en elle-même dans un second temps, forcément. Ce qu'il est à noter aussi au préalable, c'est qu'une partie de Outlive ne dure pas forcément très longtemps. Déjà, elle se joue en 6 manches et pas une de plus. Et en général, une partie dure entre 1 heure et 1 heure et demie, en fait, selon, selon le temps qu'on met à réfléchir, selon l'habitude qu'on peut en avoir. Voilà. Moi, je suis pas un joueur très régulier d'Outlive, donc bon, là, ça fait un moment que je l'ai pas sorti. J'avais prévu de faire une vidéo depuis quelques temps, donc je la fais. Vous verrez que je suis pas un très grand joueur, mais l'essentiel, c'est de voir tourner le jeu et puis c'est de s'amuser, quoi. Donc, partons de là, tous les voyants sont verts, on peut y aller. Donc, cette boîte est bien fournie, hein. Après, d'ailleurs, c'est un peu galère de tout ranger parce que y a beaucoup de choses. Même dans des sachets plastiques, c'est pas évident, ou alors faut avoir des grandes tailles parce que le jeu contient énormément de grosses tuiles, comme on va le voir. Donc il y a des cartes, des plus petites tuiles, il y a des jetons spéciaux, il y a un tas de petits pions. Là, on a des pions survivants, mais on a tout un tas de pions ressources
on a encore des pions ici, dont des scientifiques qui sont amenés par l'extension. Alors, hormis ces pions, cartes et jetons, on a le plateau qui, dans l'édition Complete Edition, a deux faces en fait, face A, face B. La face A est proposée avec la version de base, et la face B, c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui, présente quant à elle la base sous-marine. Voilà, on la voit ici, donc ça en face A, ça n'est pas présent, il y a un vide ici. Par contre, tout le reste, tous les autres lieux sont les mêmes que dans le jeu de base. On verra qu'il y a quelques mécaniques supplémentaires liées à ce lieu. Le lieu commun à toutes ces actions, parce que la base sous-marine propose plusieurs actions, et cet hexagone-là, qu'on trouve au centre du plateau, et dans lequel on peut se rendre comme dans n'importe quelle ville. Voilà, ça c'est pour le plateau face B. Alors est-ce que il est indiqué face B? Oui, ici, en bas à gauche. Alors en termes de mise en place, qu'y a-t-il à faire? Eh bien déjà on va mettre sur le plateau les jetons spéciaux. On va mettre le jeton d'algue ici dans la base militaire. Ici on va mettre le jeton légumes. Et oui, c'est une nouvelle mécanique ça. En tout cas une nouvelle action. Et puis à 2 joueurs, on va doter chaque zone forestière de donc chaque zone de chasse de ces petites tuiles là qui représentent des proies, enfin des gibiers plus ou moins intéressants. Donc il y a beaucoup de tuiles. Voilà. À 2 joueurs, puisqu'on va jouer contre un automate, donc on considère que l'installation s'effectue comme à 2 joueurs, eh bien on va constituer 3 tas de 6 tuiles. Et chacun des tas sera mis sur un lieu de chasse différent. 5. Voilà. Il y en a bien 6, je pense. 3, 3 et 3, 6. Voilà, donc j'ai un premier lieu de chasse ici. Une espèce de carrière là. J'ai un second lieu de chasse à l'ouest dans la fête foraine. Est-ce que j'ai bien mes 6 tuiles? Oui. Et enfin, un lieu de chasse là-bas au nord-ouest. Donc là, on est plutôt dans une zone vraiment forestière. J'ai mes 6 tuiles aussi. Les tuiles excédentaires sont mises de côté, il y en a quand même beaucoup, sans être consultées. Voilà, on ne sait pas à côté de quoi on passe. Ce qui est sûr, c'est qu'on met ça de côté et on n'y touche pas jusqu'à la fin de la partie. Dans la base sous-marine, on va également poser les jetons robots qui seront utilisés pendant la partie. Alors en fait, à 2 joueurs, on pourrait imaginer qu'on ait 2 robots, puisqu'on doit poser uniquement les robots des joueurs qui vont participer. Sauf qu'en solo, on va être le seul à utiliser les robots. L'automate n'utilise pas les robots, par contre. Ça, c'est un peu dommage, mais enfin, bon, voilà. C'est comme ça. Ensuite, sur le plateau central, qu'est-ce qu'il nous reste? En matière de zone centrale de jeu, on a encore un plateau à mettre en place. Qui s'appelle le plateau, je crois que c'est le plateau événement. C'est le plateau convoi, voilà, c'est ça. Et donc sur ce plateau convoi, on va venir poser des événements. Les événements sont des cartes. Donc là, il y en a aussi quelques-unes apportées par l'extension Underwater, donc on en a pas mal. Et donc ce plateau convoi va servir à la fois de compte-tour, de compteur de manches, puisqu'il y a 6 cases, et de tableau d'affichage des événements qui peuvent survenir, ainsi que de l'échelle d'aggravation du niveau de radiation auquel on sera soumis pendant la partie, puisque en tout bon scénario post-apocalyptique, eh bien, on s'inscrit dans une période qui suit une guerre atomique. Donc on est exposé à des radiations. Alors, on prend 6 cartes au hasard qu'on laisse face cachée pour l'instant et qu'on dispose sur chaque emplacement du plateau convoi. Les cartes en excédent
sont remises dans la boîte, ne seront pas utilisées. Il en reste 2, 4, 6, 8. Il en reste 8. Voilà pour les événements et les manches à venir. On met à disposition bien sûr tous les jetons. Alors ici on a du fer, des munitions, du bois, de l'eau, des puces électroniques, des boîtes de conserve. Je ne sais pas si vous voyez les boîtes de conserve, voilà, là. De la viande et enfin des scientifiques. Les scientifiques sont vraiment spécifiques à l'extension. Ils s'apparentent à ces jetons-là que j'ai mis dans une autre boîte et qui sont les survivants. Donc qui sont les personnages qu'on va utiliser et activer à chaque tour pour différentes actions et qu'on va essayer aussi de fédérer autour de nous pour constituer un groupe afin de nous aider à survivre. Donc voilà, on a quand même énormément de jetons. Je vais tous les mettre proches les uns des autres, qu'on puisse avoir ça sous les yeux. Voilà, donc énormément de ressources dans ce jeu. Eh bien, on va passer aux plateaux joueurs. Donc les plateaux joueurs, vous les connaissez certainement. Voilà, ce sont des plateaux qui vont représenter notre base souterraine à construire, nos réserves. Elles nous rappellent aussi l'ordre de la phase nuit, donc c'est l'espèce de phase d'entretien, et puis le niveau de radiation. En termes de mise en place, c'est assez simple. On va aller chercher des tuiles qui sont des tuiles de pièces, de salles, voilà, c'est ça. Il y a deux types de tuiles salles. Il y a les salles communes, donc tous les joueurs ont au départ. Donc ces salles communes et ces tuiles ont deux côtés. Le côté jaune, elles sont détruites, et le côté vert, comme ça, elles sont construites. Au début de la partie, on va poser les salles communes sur les emplacements de gauche de notre plateau et sur leur face détruite. Voilà. Ensuite, alors là, j'ai pris que une partie des tuiles parce qu'il y en a en plusieurs exemplaires, forcément, puisqu'on peut jouer à 4 à ce jeu. Donc là, j'ai pris des exemplaires pour deux joueurs. Donc la moitié des tuiles, hein, le reste est dans la boîte, enfin de côté. Et donc on en pioche 6 au départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les autres sont mises de côté. Et parmi ces 6, on va en choisir 4. Et ces 4 pièces vont être implantées en version détruite sur notre plateau. Donc par exemple, on a immunité aux événements, chasse qui nous apporte une nourriture en plus, eau permanente, ça j'aime bien, 4 munitions, pourquoi pas, placard vide plus un bois et plus un métal, ouais, ventilation du sas, on verra hein, à quoi correspond la ventilation du sas, ça correspond à cette zone-là. Moi j'ai envie de garder placard vide, 4 munitions non, ventilation du sas non, par contre les autres me plaisent beaucoup. Par contre on voit que ce sont des salles, ouais, c'est des salles moyennes qui coûtent pas très cher en plus. On verra que chaque salle, donc, alors ça ce sont les côtés construits, ça ce sont les côtés détruits. Pour les construire, chaque salle nécessite 3 ressources de n'importe quel type. Et une fois qu'elles sont construites pour fonctionner, on verra qu'il faut dépenser de la nourriture, enfin des denrées, ce qu'ils appellent des denrées dans le jeu, donc soit de l'eau, soit des conserves, soit de la viande, on verra ça aussi. Moi je vais garder donc immunité aux événements, hors pénurie. Ok. Je vais garder également l'eau permanente. En plus, je vais garder les placards vides, ce qui nous permet de faire des trouvailles même quand on tombe sur quelque chose de défavorable. On verra de quoi il s'agit. Et chasse plus une nourriture. Voilà, ce qui fait qu'on va être quand même assez prémuni de la rareté des ressources si on arrive à construire toutes ces salles. Les autres salles sont mises de côté, on ne va pas s'en servir pour l'instant. Sur mon plateau, je vais mettre. Alors moi, j'ai les joueurs, j'ai la tribu jaune. Donc je vais poser mon cube jaune sur le 0 qui représente le niveau de radiation actuel. Donc c'est un niveau neutre.
Ensuite, en début de partie, eh bien, on va voir de quoi on dispose. Ça va dépendre de notre leader. Donc, il y a enfin, il y a une douzaine de cartes leader, je crois. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ouais, je pense qu'il y en a 12. Il doit m'en manquer une qui doit être mal classée. Et donc, on va récupérer 2 cartes leader par joueur. Alors, il doit y en avoir 12, je ne sais pas où est l'autre. 1, 2. Non, je vais remélanger. Voilà. Allez. Alors, on va voir ce qu'on tient. 1, 2. Les autres leaders ne seront pas utilisés pour cette partie. Donc, on a Wilson Fry et Cooper Frost. Et en fait, chacun d'eux apporte différentes capacités et donne aussi l'implantation de notre tribu, de nos personnages au départ. Donc ça, on va le voir. Moi, d'entrée de jeu, j'ai envie de prendre Wilson Fry qui est plutôt sur une logique de chasse. Et j'aime bien ce côté chasseur. Donc voilà, Cooper Frost, voilà, c'est un bûcheron manifestement. Un beau personnage aussi, mais ça va être notre adversaire du coup. Donc notre personnage, Wilson Fries, notre adversaire, Cooper Frost. Nous, on a dit qu'on prenait les jaunes, donc voilà nos. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle ça. Comme pions, ce sont les pions, c'est pas aventurier, c'est les jetons. Les héros, voilà, ce sont des héros qui vont nous permettre de faire des actions. Alors on va jouer en mode standard. Le mode standard en fait détermine le niveau des héros de l'adversaire. Et donc en mode standard, eh bien l'adversaire a les mêmes héros que nous, à savoir 2 héros de niveau 3, un héros de niveau 4, un héros de niveau 5. Donc les autres jetons ne seront pas utilisés pendant cette partie. Savoir où ils sont, eh bien c'est simple. Voilà, nos héros sont dispatchés dans les 2 villes, au port et dans la mine, enfin dans la carrière métallique. Notre personnage lui dispose d'un fusil à pompe cassé en début de partie. Alors le fusil à pompe eh bien, correspond, enfin, est sur une tuile équipement. Il y a beaucoup de tuiles équipement à ce jeu. On va le retrouver. Fusil à pompe, voilà. Il est là. On va le récupérer. Je vais mélanger les autres tuiles équipement. Il y en a vraiment énormément, hein. Et on va constituer une pioche. Voilà, il y en a beaucoup, beaucoup. Je crois qu'il y en a amené quelques-unes amenées par l'extension. Mais bon, comme tout est dans la boîte, de toute façon, on considère qu'il y a tous ces équipements. Certains sont en double, il me semble. Ouais, certains sont en double. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a 2 exemplaires d'équipement à chaque fois. Donc on crée une pioche, et puis dans cette pioche, on va récupérer, on va le voir, des équipements pour le début de la partie, mais on fera ça après. Là, pour l'instant, nous, on dispose d'un fusil à pompe, mais en version cassée. Quand c'est en version cassée, c'est-à-dire qu'il va falloir le réparer. Il y a une action pour ça dans la phase de nuit. En version cassée, les tuiles objets et tuiles équipements sont posées à gauche du plateau. Dehors du fusil, on a 2 viandes, donc 2 nourritures en début de partie, que l'on met dans nos réserves. C'est un chasseur aguerri qui a déjà réussi à prendre certainement une proie. Donc on a un peu de nourriture de côté. Enfin, on va disposer nos héros dans les différentes régions. Alors, moi je vais aller, on n'a pas d'eau, donc je vais mettre mon héros numéro 5, je vais le mettre en version inactif, donc couché alors je sais plus comment ça s'appelle ça, Blackwood. Ici ça s'appelle Silent Peak, je vais mettre le 4. Ouais, je vais mettre le 4, et puis sinon, les 2 autres héros, c'est au niveau du... Voilà, au niveau du cargo, là,
c'est pas un port, c'est un cargo, et au niveau de la carrière. Voilà, donc comment j'ai réparti nos héros en fonction de ce qui était indiqué sur notre carte. La carte, on va la mettre là. Il nous manque un élément, c'est-à-dire qu'en début de partie, on peut choisir de construire une salle gratuitement et de récupérer 4 survivants qu'on va installer dans une salle ou dans plusieurs salles, enfin on les installe comme on veut en fait. Donc, eh bien, voilà. Moi, ce que je vais faire, je vais prendre immunité aux événements, parce que ça, vraiment, les événements, ça fait vraiment mal. Donc, je vais construire cette salle, et d'entrée de jeu, je vais mettre, puisque je peux prendre 4 survivants, je vais mettre 3 survivants à l'intérieur. Le 4e survivant, je vais le mettre dans le sas. Et il sera chargé de renouveler, d'effectuer les opérations de renouvellement d'air et de filtration à chaque tour. Donc ça va être un rôle important qu'il va falloir attribuer à nos survivants. Donc je vais le faire moi d'entrée de jeu. Voilà. Donc ça, on peut vraiment choisir la salle qu'on veut et la construire et l'activer si on la remplit avec suffisamment de survivants dès le départ. Donc c'est mon cas. Hein. Voilà. Moi, je suis immunisé aux événements. L'autre avantage, c'est qu'elle coûte assez, elle a un prix moyen quant à son coût aux nourritures, et j'ai déjà la nourriture nécessaire pour assumer ce fonctionnement. Donc c'est pas mal de ce point de vue-là. Il faut déjà chercher des synergies sans attendre. Ça doit être bon pour notre plateau. Qu'est-ce que j'oublie? Non, non, on est bien. Maintenant, on va passer à la Horde. La Horde est le nom de notre adversaire virtuel. Elle a son propre plateau. Alors, c'est un plateau avec une illustration différente. Ils ont la particularité de vivre à l'extérieur, donc ils n'ont pas de base souterraine, hein, ils vivent dans les décombres. Ils sont immunisés aux radiations, ils n'ont pas du tout besoin de s'en protéger. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont, comme nous, utiliser les ressources, la nourriture, ils vont aller dans les lieux, enfin voilà, tout va se passer exactement comme si un joueur humain utilisait la Horde. Voilà, la seule différence étant qu'ils vivent à l'extérieur et n'ont pas à gérer les radiations. L'autre différence, c'est qu'ils sont absolument apeurés par l'eau, terrorisés par l'eau, donc ils ne vont jamais dans la base souterraine, sous-marine. Donc, hormis le plateau, eh bien, la Horde dispose d'un deck de cartes qui va constituer leur action à chaque tour. Donc on verra, voilà, donc on verra qu'il y a un ordre de priorité en fonction de la faisabilité ou non de l'action, eh bien on descend euh, de lignes. On a ce système d'options en fonction des possibilités du positionnement des héros, enfin des ouvriers de l'adversaire, aussi dans Glory, un jeu de chevalier, par exemple. On l'a dans d'autres jeux encore. Voilà. Alors, en début de partie, la Horde a également des équipements. Elle en a 3. On voit équipement cassé. Elle a un maximum de 4 équipements cassés en main. Donc là, elle a par exemple un exosquelette, une scie à métaux et, mince, j'ai tout fait tomber, et un harpon en début de partie. Ça va constituer son matériel cassé de départ. Je suis en train de tout faire tomber là-bas. Et je fais une deuxième pile. Ça nous fera 2 pioches, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, elle a 4 survivants dans sa balle. Nous aussi, hein. Voilà, c'est très proche de nous. Elle détient quelques denrées, comme 2 unités d'eau, c'est indiqué sur le plateau. 2 unités d'eau. Elle a une munition. Et c'est tout. Et c'est tout ce qu'elle a en début de partie. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, en début de partie, contrairement à nous, elle ne va pas poser ses héros sur le plateau. Ces héros vont arriver, vont débarquer en fait
au moment de la première manche, en fonction de ce que vont présenter ces cartes d'action. Donc on ne peut pas savoir ce qu'il y a, ce qui nous attend en fait, et à quel endroit ils se trouvent. Ils sont complètement furtifs, ils ont une grande maîtrise du terrain, donc il est difficile pour nous de les repérer en début de partie. Après on va les repérer, mais pour l'instant c'est pas possible. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Alors, donc comme je le disais, là on n'utilisera pas les robots et n'a pas besoin des cubes non plus. Donc voilà, hein, eux ils seront orange. Ils n'ont pas de salle non plus. Sinon, ils utilisent tout le reste. On va, pour être tout à fait complet, donner le jeton premier jour à la horde parce que c'est eux qui jouent en premier tout le temps. Ce qui n'est pas contenu dans la boîte, mais ce que je vais utiliser dans certains cas, ce sera un dé, on verra pourquoi. Et puis, désormais, on va pouvoir passer déjà à la suite, à savoir au lancement de la partie et à la première manche qui va démarrer par une phase d'aube pendant laquelle on va prendre connaissance déjà en premier lieu d'un événement. Donc c'est parti pour la première manche. Première manche, donc on démarre par une étape de réapprovisionnement du plateau. Alors, le réapprovisionnement du plateau dépend du nombre de joueurs. Déjà, on va révéler les tuiles de gibier. Donc là, par exemple, on a un gibier de niveau 3. Ici, donc à Blackwood. Ici, dans la fête foraine, on a un gibier de niveau 5. Et dans la carrière, un gibier de niveau 5 aussi. Alors ça, c'est d'emblée de jeu intéressant, parce que avoir deux gibiers de la même valeur, ça rapporte des points, et en plus, ça rapporte davantage de nourriture. Parce qu'on a l'expérience de la traque de cet animal. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va munir chaque ressource, chaque zone plutôt, chaque lieu de ressources. Donc dans Blackwood, à 2 joueurs, on met 6 unités de bois. Disponibles pour cette manche pour tous les joueurs. Au niveau du barrage, on va mettre 7 unités d'eau. Attention, le barrage est accessible grâce à des puces électroniques. Il faut pouvoir rentrer. Pour ça, il faut chanter les serrures grâce à des puces électroniques. Ces puces électroniques, on les trouve à la fête foraine. On en a 6 aussi d'accessibles en début de partie. Sachant qu'on n'a pas d'eau, ça va être important. On a 6 unités de métal dans la mine, qu'on peut récupérer dans la carrière plutôt. Au nord-est, on a la base militaire qui contient à la fois des algues, ici, qui sont des espèces de remèdes contre les radiations, et 6 munitions qu'on peut récupérer à cet endroit. Enfin, on a le cargo, là, échoué, bien plein milieu du plateau, qui est doté de conserves. Alors, en fait, là, c'est particulier. Ça dépend du niveau du héros, en fait, qu'on va envoyer là. Selon la force du héros, eh bien, il pourra récupérer plus ou moins de conserves. Un héros de force 5 peut récupérer 3 conserves et trouver également dans ce lieu des survivants qu'il est possible de rallier à sa horde, enfin à son groupe. Donc là, on y est déjà, nous. Voilà. Le quatrième emplacement est valable pour les 4 joueurs uniquement. Au milieu, eh bien, on l'a vu, il y a les robots. Et puis voilà, ce sont des zones, on verra à quoi elles servent. Il nous reste dans les villes, à Silent Peak, il nous reste à équiper ces villes de, de jetons qui s'appellent des jetons de trouvailles, je crois. Tuiles de fouille, voilà, c'est ça. Et alors pour chaque ville, on a 10 tuiles et on en pioche 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On met face cachée. Par contre, on peut regarder celles qui n'ont pas été piochées. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a un placard vide qui a été
qui est sorti, un chargeur, des, une puce et un tas de ferraille. C'est-à-dire qu'ici, il y a un placard vide parce qu'il y a deux placards vides dans chaque ville. Maintenant, on fait la même chose pour Blackwood. Voilà, on récupère 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuiles. Mais Blackwood est situé à l'ouest. Et là, on va pouvoir regarder aussi ce qu'il y a ici. Alors, placard vide, caisse électronique, ça c'est quoi? Tas de ferraille et des munitions. Voilà, c'est à peu près la même chose que ce qu'il y a. On peut s'attendre à peu près au même contenu qu'à Silent Peak. Voilà, là on est pas mal. Est-ce que je n'ai rien oublié? Non. On est bon. Ah si, j'oublie quelque chose dans les villes. En fait, dans les villes, on peut trouver des objets trouvés, donc c'est 3 dans chaque ville. Donc je mets 3 tuiles piochées au hasard de chaque côté. Et on peut récupérer contre un point d'action. Enfin, on va voir ça après les mécaniques. On peut récupérer alors. À Blackwood, on peut récupérer une tronçonneuse, ce qui est assez thématique. On peut récupérer un kit d'artificier et on peut récupérer une pioche. Donc de l'outillage et un kit d'artificier. Et à Silent Peak, un pied de biche, un piège à ours et enfin un harpon. Alors l'harpon, je pense qu'il est apporté, oui, on voit c'est un objet apporté par l'extension, on le voit grâce à cette goutte. Voilà. Et cette fois, là on est totalement prêt. La phase d'aube s'achève sur ces réapprovisionnements. Donc on va passer à la deuxième phase, à savoir la phase de jour. Chaque manche, j'ai oublié de le dire ça, chaque manche donc, comprend 3 phases, phase aube, phase jour et phase nuit. Enfin, pour démarrer la phase de jour, eh bien, on révèle un événement. Alors là, cet événement, ce sont des pilleurs qui sont présents. Pour éliminer cet événement, il va falloir dépenser 3 munitions et 2 puces. Sinon, durant la nuit, les réserves de puces de la fête foraine seront diminuées de -2 à 2 joueurs. Donc ouais, ça c'est quand même un peu un désavantage, sauf si on peut être premier dans le lieu, ce qui devient moins un problème. Si jamais on réussit à régler cet événement, régler ce problème, on gagne 3 points de survie. Les points de survie sont emmagasinés et permettent de remporter la partie, puisque c'est celui qui a le plus de points de survie qui gagne à ce jeu. Allez, on démarre par la horde. Alors la horde qui va simplement révéler une première action. Je vais remélanger les cartes. Voilà. Allez, c'est parti. Priorité de la horde. Donc là, dans un premier temps, elle va envoyer un de ses héros. Alors, en début de partie, elle envoie son héros de valeur la plus faible. Donc elle envoie un héros de niveau 3. Et elle l'envoie à la mine. Donc ici, elle ne me met pas la pression parce que mon héros est inactif. En revanche, elle prend ce dont elle a besoin, à savoir du métal. Donc elle prend 3 en métaux. 3 unités de métal qu'elle met dans ses réserves. Ensuite, c'est à notre tour. Alors, on ne va pas pouvoir effectuer les actions où sont nos héros, bien entendu. Ce qu'on va faire, par contre... Alors, est-ce que je vais chercher tout de suite des puces avec mon héros de 5 là-bas? J'ai aussi la possibilité d'aller chercher de l'eau avec mon héros de 4. Alors, les deux sont importantes. Mais pour l'eau, il me faut des puces. Donc, je vais commencer par les puces. Ouais. Donc, je me déplace. Alors, les héros peuvent se déplacer de 2 maximum, hein. Donc là, moi, j'ai un héros de 5, donc je peux prendre 5 puces. 5 puces qui me laissent le temps de voir venir en la matière. Alors, est-ce que j'ai besoin de puces pour réparer mon fusil? Non, j'ai besoin de bois et de fer. Et mon fusil me donne plus 1 en chasse, donc ce serait bien que je le répare assez vite. Plus tôt je l'aurai réparé, plus tôt je pourrai en bénéficier. C'est au tour de l'automa.
Deuxième tour de la horde, on pioche une carte, et cette fois, elle veut se rendre sur un lieu de chasse pour récupérer de la nourriture. Donc un lieu de chasse pour récupérer la nourriture, avec un héros de 3, sachant qu'elle a une munition, donc elle peut aller uniquement sur un lieu où elle peut tuer une proie, et elle va donc se rendre à Blackwood. Là, elle peut récupérer ce gibier, qui va lui donner 1 en nourriture, hein. Elle ne pouvait absolument pas atteindre ces gibiers-là. Ils ont 5, elle avait qu'une munition à disposition, donc c'était pas possible. Donc 3 représente son action, donc elle a fini son tour déjà. Voilà, pour une nourriture, c'est pas excellent. Ce qui est bien, c'est qu'elle va faire tourner les tuiles. Et là, c'est une tuile de 4 qui peut aussi rapporter de la nourriture. Bon, c'est à nous. Alors moi, comme prévu, je pense que je vais aller chercher de l'eau tout de suite. Donc je vais envoyer mon héros de 4 au barrage. Nécessairement, je dois dépenser une puce pour pouvoir récupérer de l'eau et activer les pompes. Donc là, je récupère 4 gouttes d'eau. Dans mes réservoirs. La horde. Priorité de la horde. Cette fois, elle va aller dans une ville pour récupérer un équipement. Alors là, elle attrape, elle missionne un héros de niveau 4. Alors, comment elle choisit les équipements? Eh bien, c'est en fonction de ce qu'elle a déjà. C'est-à-dire que autant que possible, elle va choisir une ville dans laquelle elle peut récupérer les équipements complémentaires à un équipement qu'elle détient. Donc là, par exemple, avec le symbole atomique, le symbole de fourchette couteau ou le symbole de poisson. Donc on regarde. Ici, il y a le symbole de poisson, mais c'est le même. Donc c'est pas la peine. Ça, c'est poisson. Ça, non, ça c'est pas poisson, c'est autre chose. Là, c'est un autre dessin. Donc elle va pas trop aller là en priorité. Là, c'est d'autres symboles. Donc en fait, il n'y a aucun symbole qui correspond à ce qu'elle détient. Du coup, elle va envoyer de manière indifférente dans l'une ou l'autre ville, d'autant qu'elle n'a aucun héros présent, donc on peut l'envoyer n'importe où. Et c'est là où je vais utiliser en fait le dé. C'est pour départager de manière aléatoire les secteurs, ne pas choisir moi. Donc on pourrait choisir, mais moi je le fais au hasard pour être vraiment dans l'expectative de ce que va faire la horde. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, simple. Donc c'est un 5. Donc elle envoie son héros ici. Il va récupérer un objet, c'est sa priorité. On voit ici, et avec la différence, il va fouiller. Donc un objet, alors bah là c'est pareil, je vais lancer un dé. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est le 3, donc elle va prendre le harpon, elle l'a déjà. Ah oui, non, elle l'a déjà. Donc elle va prendre celui du dessus. Voilà. Elle emmagasine. Alors je ne sais pas si vraiment elle reprendra un harpon ou pas. Moi je considère qu'elle l'a déjà, donc voilà. Ça, c'est pas très bien indiqué dans les règles. Je suis pas sûr que c'est une grande importance. En tout cas, là elle a récupéré le piège à l'ours. Ça m'arrange pas hein, pour le coup, puisque c'est ce que je comptais récupérer aussi. C'est pas grave. Ça lui coûte une action. Vu que c'est un héros de 4, elle peut piocher, elle peut faire 3 fouilles. Donc elle fait ses 3 fouilles, et donc elle récupère autant de biens que le résultat de ses fouilles. Donc elle va récupérer un bois, une munition, et plus embêtant encore, tout ça on met dans ses ressources, et plus embêtant encore, elle gagne moins en radiation. Alors elle, quand elle gagne moins en radiation, je crois qu'elle gagne un survivant en fait. Je crois, je sais plus.
La Horde échange immédiatement les actes de la base militaire ou chaque pilule anti-radiation trouvée dans les villes contre un nouveau survivant. Ouais. Les pilules permettent à la Horde de maintenir en vie ses nouveau-nés. Wow. Donc en fait, ouais, c'est un nouveau survivant pour elle. Ça lui rapporte beaucoup, parce que les nouveaux survivants sont des points de survie net pour la Horde. C'est à nous. Alors moi je vais aller chercher des munitions parce que j'ai pas trop envie qu'ils me mettent la pression. Et derrière je pourrais chasser comme ça. Donc je vais aller chercher des munitions dans la base. Je vais déplacer mon héros de 3 de 2 lieux. Et alors, est-ce que je récupère pour une action les algues? Ça pourrait. À quoi ça sert déjà les algues? Ça m'immunise contre je ne sais plus quoi. Alors, base militaire pouvait utiliser une action pour récolter des algues. Les algues fait baisser immédiatement la jauge de réactivité de l'abri. Ouais. Lorsqu'un héros utilise une action pour la prendre, le jeton est retourné sur sa face. Indisponible. Ouais. Mais on va prendre des munitions. Donc je prends 3 munitions. J'ai pas besoin d'algues. Parce que j'ai quelqu'un pour ventiler. Et on est qu'au niveau 1 ici de radiation pour le moment. Comme on le voit là. Donc c'est pas essentiel. Par contre les munitions ça va me servir. Ça va me servir à repousser la pression éventuelle de la horde ou à aller chasser. Notamment des gibiers de 5 là. On continue, donc c'est déjà le 4e tour dans cette manche, et la Horde veut aller à la fête foraine, eh bien si elle veut. Alors si elle va à la fête foraine, c'est pour récolter à la base des puces. Elle peut le faire, elle n'a pas de héros, donc c'est son héros numéro 5. Alors là on a égalité, même si j'ai un héros actif, donc elle ne va pas pouvoir me mettre la pression. Elle va récupérer un... Ah punaise, elle va me couper l'herbe sous le pied. Elle va récupérer une puce, ce qui fait qu'il lui reste 4 actions. Donc la puce, elle la met dans sa réserve. Elle a 2 munitions, ce qui fait que elle a utilisé une action pour récupérer la puce. Donc il lui reste 4 actions, donc elle peut tout à fait essayer de chasser. Donc il lui reste 4, plus 1, 5. Donc elle peut récupérer ce gibier contre une munition. Ouais. Elle va chasser, ce qui lui permet de prendre 3 bouffes. Ça c'est énorme. Et ça m'énerve parce que c'est ce que je comptais faire. Il ne faut absolument pas que je la laisse agir après pour récupérer l'autre gibier. Ce serait vraiment très contre-productif pour nous. On va révéler une nouvelle proie. Bah, c'est une proie de 7. On a que des grosses proies. Alors, ah oui, alors j'ai un héros ici en plus. Je ne peux pas les chasser. Je comptais aller chercher l'autre. Je ne pouvais pas non plus. Ah mais non, c'est pas le mien. C'est celui de la horde. Moi, je suis jaune. Donc moi, je vais déplacer euh, mon héros qui était au cargo là vers la carrière. Je ne mets pas la pression à la horde, de toute façon elle ne la subit jamais. Par contre, je vais chasser. Je vais dépenser pour ça 2 munitions. Ce qui fait que je vais enlever la possibilité à la horde de récupérer ce deuxième gibier. Et moi, par la même occasion, je récupère 3 nourritures. Ce qui est évidemment intéressant pour la suite. Alors ce sont 3 nourritures périssables du moins, ce qui est un peu moins intéressant. La Horde a utilisé tous ses héros, elle n'en a plus disponible, donc c'est la fin de sa manche. Et nous aussi. Donc voilà, parce que le robot n'est pas activé pour le moment, il faudra qu'on aille dans la base sous-marine pour l'activer. Par conséquent, on met fin à la manche. C'est déjà la fin de la première manche, ça va extrêmement vite. Donc une fin de manche s'effectue à travers la phase 3, c'est-à-dire la nuit. Et la nuit comporte plusieurs étapes, à la fois pour la horde et à la fois pour les joueurs humains. Donc il y a 7 étapes à résoudre. Donc on va déjà, dans un premier temps, résoudre les événements. Est-ce que l'un d'entre nous est en mesure de payer ce qu'il faut pour chasser les pilleurs, donc des munitions et des puces. Moi les puces je les ai mais j'ai plus de munitions.
Et lui, il a qu'une puce, qu'une munition. Donc personne résout cet événement. Par conséquent, à la prochaine phase d'approvisionnement, il y aura 2 puces en moins dans la réserve. Moi, je suis immunisé aux événements, sauf en cas de pénurie. Donc là, je ne peux pas faire grand-chose. Je ne peux pas m'en prémunir. Ah, ce que je vois, j'ai oublié de révéler cette tuile de chasse. Encore un gibier conséquent. Ok. Ensuite, deuxième étape, nourrir les survivants. Alors, nourrir les survivants, c'est valable et pour la horde et pour nous. Alors, la horde, pour nourrir un survivant, elle doit dépenser une denrée pour 2 survivants. Donc, elle a 5 survivants, elle doit dépenser 2 denrées. Elle dépense donc 2 steaks pour les nourrir pour l'instant. Nous, on doit dépenser autant de nourriture que le coût de chaque salle. Donc là, 2 denrées pour cette salle-là. Donc là, on va payer 2 steaks. Celui-ci va nous obliger à payer une eau. Alors, je ne sais plus si ça compte maintenant. Donc, c'est la phase de gérer la radioactivité, ce qui revient à peu près au même, puisque là, au lieu de payer des denrées de n'importe quel type, on paye une eau, spécifiquement pour permettre à cette survivante de brasser l'air. Voilà, il lui faut des réserves en eau. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on peut recruter de nouveaux survivants. La Horde va recruter autant de survivants qu'elle dispose de ressources. Donc elle a encore 4 ressources. Donc elle va recruter 4 survivants. Et elle peut aller jusqu'à 7 survivants par tour. Donc là, 4, on est dessous. Donc elle récupère 4 survivants. Donc sa horde augmente. 1, 2, 3, 4. Voilà. Pour l'instant, elle est à 9 survivants. C'est beaucoup, 9 survivants, parce que ça représente des points de victoire, comme je le disais tout à l'heure. Quant à nous, on peut aussi dépenser des ressources. Alors, je vais vérifier combien. Gérer les radioactivités, c'est bon. Recruter. Chaque joueur peut, s'il le souhaite, requérir de nouveaux survivants. Pour chaque denrée qu'il décide de dépenser, le joueur gagne un survivant. J'ai bien envie de le faire. Pour alimenter cette zone-là d'eau permanente, à moins que... Est-ce que j'ai construction de salle moins 2 matériaux? C'est pas mal aussi, ça. Ça me permettrait de construire des salles à moindre frais derrière. Hmm. Et ça coûte 2. Sinon, j'ai les événements, mais je suis immunisé, donc finalement, ça me sert pas à grand-chose. Piocher une tuile, équipement et réparation, ça, je suis pas sûr de la manière dont ça fonctionne. Ah oui, d'accord. Je peux piocher une tuile où je veux et la réparer. Ah oui, ça, c'est bien quand même. C'est puissant. Ok. Sinon, pour les placards vides, ça c'est pas mal pour les fouilles. Je vais fouiller à un moment donné, c'est indéniable. Et ça me rapporte quoi? Plus un bois et plus un métal une fois par ville. Si je tombe sur un placard vide. Ouais, c'est puissant, hein. Après, il y a l'eau permanente aussi qui est bien. L'eau permanente, bon là j'ai de l'eau, donc c'est pas urgent. La chasse, plus 1. Et la chasse, de toute façon, c'est des gros gibiers, donc je vais plutôt faire les placards vides, je crois. Donc là, je vais dépenser 3 nourritures, sinon je les perds, hein, ceux-là. 3 nourritures pour recruter des survivants. Donc, je recrute moi aussi du monde. Et je vais les mettre. Alors je vais en mettre un ici, dans le sas. Et 2 sur. Est-ce que j'ai le droit de faire ça quand elles ne sont pas construites? Je sais plus. Je vérifie. Recruter. Chaque joueur peut, s'il le souhaite, requérir un nouveau survivant. Pour chaque denrée qu'il décide. Ah, il place les survivants dans son sas. Ah oui, d'accord. Donc bah moi je vais en mettre 3 nouveaux dans mon sas. Voilà. Cela étant, je risque de perdre une goutte d'eau, donc je vais en dépenser encore une pour prendre un survivant de plus. Ce qui fait que mon sas est bien garni là par 4 nouveaux survivants.
Voilà, ça c'était la phase recrutement. Après, on peut aménager les salles et activer leurs bonus. Donc, aménager les salles, ça suggère de dépenser des ressources. Ah oui, je me suis trompé. Ben non, c'est ça. Donc, dépenser des ressources pour les fabriquer. Donc, ce sont des matériaux, hein. Alors, j'ai que des puces, c'est un peu gênant. Est-ce que je vais avoir besoin d'eau? Ou est-ce que je peux dépenser quelque chose? Ouais, je vais dépenser 3 puces. Hmm. Pour fabriquer, pour fabriquer les placards vides. Comme je fabrique une pièce, eh bien, je peux transférer immédiatement mes survivants dedans. Pour bénéficier des apports. Donc ça, ce sera au moment des fouilles. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, je peux réparer des équipements. Alors, j'ai pas du tout ce qu'il faut. De ce point de vue-là, j'ai pas de. Il me faut 2 bois, un métal. J'ai pas ce qu'il faut. La horde a un bois, 3 métaux, une puce. Donc là, comment elle procède? Je ne sais pas. Je pense qu'elle, en fait, elle essaye de fabriquer n'importe lequel. Là, il n'y a pas vraiment. Elle essaierait de faire une paire si elle avait la possibilité de le faire, mais là, c'est pas le cas. Donc, elle va fabriquer le premier, hein, je pense, de manière différente, en dépensant les 3 ressources. Donc, elle fabrique l'exosquelette. Donc, son exosquelette étant fabriqué, on va le mettre de l'autre côté. J'ai mis les cartes utilisées ici. Et donc, elle dépense tout ça. Il lui reste deux métaux. Ah, il lui faut du bois avec le reste. Donc là, pour le moment, elle va pas s'en servir. Mouvement illimité, ça, je sais pas trop comment elle l'utilise. Par contre, faut que je regarde. Je suis pas sûr qu'elle s'en serve hein, des objets. Je vais vérifier. Alors, je n'ai pas trouvé de règle spécifique quant à l'utilisation des objets. Je pense qu'elle peut l'utiliser au moins une fois, comme on le ferait un joueur humain, euh, pour lui permettre de compléter un de ses objectifs, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Et c'est une fois par tour. Je vois pas d'autres, je vois pas d'autres règles. J'ai pas trouvé d'autres règles sur les objets. Donc je pense que vraiment elle les utilise comme nous, quoi. Voilà. Donc eh bien ça met fin à cette phase de réparation des objets. Qu'est-ce qu'il reste ensuite? Eh bien c'est une phase de nettoyage de son abri. Alors par nettoyage on entend jeter les denrées périmées notamment, mais ni la horde ni nous n'en avons. Donc on est tranquille de ce point de vue-là. La nourriture qui est périssable, c'est la viande et l'eau au-delà de 2 unités. Là, on peut conserver 2 unités. Voilà, conservation 2, c'est tout. Par contre, on peut conserver autant de boîtes de conserve qu'on veut. C'est déjà la fin de la première manche. Donc, on va poursuivre avec une deuxième manche qui va démarrer par une phase d'aube. Donc, d'approvisionnement des régions du plateau. Nouvelle phase d'aube. Avant de révéler les événements, ça c'est au début de la phase de jour, on va réapprovisionner le plateau. Donc réapprovisionner le plateau en fonction des éventuelles pénuries qui sont installées. Donc réapprovisionner le plateau, c'est comme tout à l'heure dans la première manche, euh, remettre le nombre de ressources nécessaires. Donc c'est 6 bois dans les bois. On va mettre 7 eaux au niveau du barrage. Voilà. 6 munitions au niveau de la base. Le cas échéant, on réactive les algues, mais là, il n'y en a pas besoin, c'était activé. Alors, pour les villes, on va récupérer tous les jetons fouilles, qu'on va regrouper avec les jetons fouilles de la ville non utilisés, on va remélanger. Ce qui fait qu'à chaque fois, on ne sait pas ce que la ville nous réserve réellement. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
On va mettre sur la ville. On peut consulter ce qui est retiré. Donc là, il y a un placard vide, un chargeur, un tas de ferraille et des algocapsules. Ce qui fait que fouiller reste intéressant au niveau de Salon-Peak. On ne réalimente pas les zones de chasse. En revanche, voilà, la mine va produire encore de l'acier, enfin, du fer, des minerais de fer. C'est bon. Ici, bon, il n'y a rien eu de prélevé, donc on va tout laisser tel quel. Là, il n'y a plus de puces. Mais attention, on subit les pilleurs, ce qui fait qu'il n'y a que 4 puces dans la fête foraine pour cette manche. C'est peu. Surtout que moi, il m'en reste qu'une. La Horde, il ne m'en reste pas, donc ça va être très concurrentiel de ce point de vue-là. À Blackwood, on va renouveler les fouilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va regarder ce qui n'est pas présent. De l'acier, de l'eau bénite, un placard vide. Par contre, il me manque un jeton. J'en ai mis un de trop. 3. Ouais, j'en ai mis un de trop, donc je vais enlever celui-là. C'est une munition. Blackwood me paraît, ouais, c'est à peu près pareil que Silent Peak. Et l'offre est peut-être un peu différente. Il y a peut-être moins de munitions à Blackwood. À voir. En tout cas, là, on a renouvelé l'ensemble des éléments. On arrive donc à une nouvelle phase de jour. Je revérifie si je n'ai rien oublié. Non, non, c'est bon. Phase de jour, donc, elle démarre par la révélation d'un nouvel événement sur le plateau qu'on voit. Et cette fois, c'est une pénurie globale. Ah bah carrément. Les réserves de bois, métaux et puces du plateau diminuent de 1 à 2 joueurs. Donc on passerait à 5. Alors là, ça devient embêtant, hein, parce que bois, métaux et puces. Ouah, les puces, ça réduit encore. Donc pas de bol, on est immunisé aux événements, sauf aux pénuries, il n'y a que ça, hein, pour le moment. Vraiment, histoire d'être contrariant. On poursuit la phase de jour avec une étape de collecte. Comme tout à l'heure, c'est la horde qui commence et on pioche une nouvelle carte. Donc elle va aller au barrage cette fois. Et elle commence toujours par envoyer son héros de plus basse valeur. Donc elle va au barrage, elle n'a pas besoin de s'acquitter du coup en plus, elle. Donc elle prend 3 os directement. Comme ça, sans autre problème. 3 os qu'elle met dans sa réserve. Ok. Ensuite, alors elle n'avait pas les moyens de mettre la pression. C'était pas jouable pour elle. Quant à nous, alors nous, il nous faudrait du bois pour réparer notre fusil. Donc on va envoyer ce héros-là. 1, 2, chercher 3 de bois, à moins qu'il chasse. Ouais, mais alors si je chasse ici, je ne pourrai plus récupérer de bois. Donc je vais prendre du bois. Voilà. Je prends du bois. Voilà qui est fait. Alors que je chasse hein, impérativement. Par contre, je suis en train de voir quelque chose, c'est que j'avais oublié de réinitialiser mes personnages et ceux de la Horde. Donc en fait, ceux qui se sont activés, ce sont celui-ci pour la Horde et celui-ci pour moi. Ouais, évidemment, si je remets pas les héros inactifs, ça va être plus compliqué. En tout cas, là, c'est la Horde. Alors, elle va se rendre au cargo. Alors ça, c'est pas bon parce qu'au cargo, elle va récupérer, alors là, elle a le 3 qu'elle va activer. Donc elle va récupérer qu'une boîte de conserve, mais elle prend un survivant supplémentaire. Donc ça amène à 10 son nombre de survivants, boîte de conserve là-haut. Bon, c'est pas folichon, mais voilà, un survivant de plus, c'est toujours important. C'est à nous. Est-ce que je vais chasser? Ben, je ne peux pas. Il faudrait que j'enlève ce,
de perso. Alors après, j'ai mon héros de 5 qui pourrait venir au cargo. Elle ne peut pas y retourner au cargo, donc c'est pas la peine que je me presse. Je vais aller chercher des munitions peut-être pour chasser et tout, pour me défendre éventuellement. Ça peut être intéressant, surtout qu'il n'y a personne là-haut. Est-ce que j'ai besoin de me prémunir contre le niveau de radiation? Le niveau de radiation à venir va être de 2. Là, moi, j'ai 2 personnages, donc je vais pouvoir tenir face à la radiation. Donc, je vais pas aller chercher d'eau maintenant, je vais aller chercher des munitions. J'ai de l'acier ou pas? Ah non, j'ai pas d'acier pour réparer mon fusil. Mais plus ça en chasse. De toute façon, je peux pas récupérer d'acier là. Donc, je vais chercher des munitions. Allez, hop, 3 munitions. Je ne prends pas les algues, pas encore. Voilà. À la horde. Donc cette fois, elle essaye d'aller en forêt, elle peut. Alors elle peut. Qui elle a en disponible? Alors lui, mais il est trop loin. Alors cela dit, avec l'exosquelette, elle peut s'en servir pour regagner cette zone. Peut-être ce qu'elle va faire. Ouais, elle a l'exosquelette, donc hop, on tourne l'exosquelette. Et à ce moment-là, elle envoie son héros de 4. C'est où? En forêt. Et ah mince, la forêt c'est là-haut, donc on va prendre la pression en plus. Alors, quand on prend la pression, quand il arrive, on a quand même une solution pour se défendre, c'est de dépenser une munition. C'est ce qu'on va faire, parce que sinon je dois lui donner une ressource, et ça, j'ai pas vraiment envie. Bien que le bois, est-ce que non, non, je tire, ce qui fait que voilà, j'évite qu'il me raquette. Du coup, il s'éloigne et il fait son action tranquillement. Donc son action, eh bien, c'est de choper du bois. Il a 3 en bois. Et après, il peut chasser s'il a assez de munitions. Or, il n'a qu'une munition, donc il ne pourra pas chasser. C'est pas la peine. Par contre, est-ce que il passerait pas à l'action numéro 2? Ça, faut que je vérifie. Ouais, parce que là, il pouvait pas faire l'action intégralement. Donc, précision sur les actions. Alors, un héros de la Horde utilise toujours un maximum de ses actions. S'il lui reste des actions après qu'il ait récupéré son objectif principal et qu'il peut récupérer son objectif secondaire, il le fait. Si vous avez le choix entre 2 villes, hmm, si vous avez le choix entre plusieurs lieux de chasse, mhm, non, bah là donc non. En fait, il doit se débrouiller avec son nombre d'actions. Il a vraiment une priorité, c'était de prendre. Où elle est son action? Elle est là. C'était de prendre du bois. Donc là, il a vraiment pris du bois, mais il n'en avait pas assez. Il lui reste 1 action. Pour chasser à cet endroit, il lui faudrait 4. Or, il n'a qu'une munition, donc il va perdre son action. Ouais, il perd son action. Je crois hein, que c'est comme ça qu'on fait. Ouais, ça me paraît cohérent. Ouais, il était parti chercher du bois. Bon, bah voilà, il n'y en avait pas tant que ça. Tant pis pour lui. C'est à nous. Alors, moi, j'ai encore un héros de 4 là-bas. Et là, un héros de 5. Il faut absolument que je chasse ou que j'aille chercher des denrées ici. Avec 5, je peux prendre 3 denrées. Mhm. Si je chasse, sachant que j'ai beaucoup de munitions, si je chasse, ici par exemple, je peux prendre 4 denrées. C'est mieux, hein. Il va falloir que j'en paye au moins 4. Ouais, donc je vais faire ça. Je vais envoyer mon héros de 5, de niveau 5, 1, 2, ici. Il va chasser. Là, c'est un... Alors non, il va prélever. Avec 5, il peut prélever un métal. C'est ce qu'il va faire. Il va prendre un métal, ça va me permettre de réparer mon fusil en phase de nuit. Ensuite, il lui reste 4.
Il faut 6 pour chasser. On va dépenser 2 munitions. Voilà. Ce qui me permet de récolter du gibier. Et donc de prendre 4 nourritures. Ça, c'est bien. Alors, 4 nourritures non périssables, non conservables. Mais normalement, je vais les dépenser. Donc, c'est pas trop un problème. Je n'ai plus d'action possible, hein, j'ai tout dépensé, les munitions aussi. Là, je révèle de nouveau du gibier. C'est un gibier de 7, on en a un autre là. Donc ça, c'est super intéressant, forcément. Maintenant, faut encore pouvoir le récupérer, sachant qu'il faut des munitions. Voilà. Je me suis trompé de pion. Moi, voilà, je suis jaune. Ok. C'est à la Horde pour sa dernière action de cette manche. Elle veut aller à la base militaire. Alors là, elle n'a plus la possibilité d'utiliser son exosquelette. Donc, il ne pourra pas atteindre sa base militaire. Donc, il veut aller dans une ville pour récupérer un objet. Il peut, puisque cette ville est libre, il n'a pas de héros à Blackwood. Donc, il récupère un objet. Et d'ailleurs, je crois que pour la manche, j'ai oublié de révéler de nouveaux objets. J'aurais dû, à la phase de nettoyage, enlever tous les objets là. Et à la phase de jour, en mettre de nouveaux. Donc, je vais piocher, je vais le faire maintenant. Tant pis, comme on n'a pas eu l'occasion de voir. Donc, il y a un fusil. Il y a un sac à dos et il y a un exosquelette. Bah, il a déjà ça. Par contre, moi, ça m'aurait été utile l'exosquelette. Tant pis, je me suis pénalisé là. Mais c'est pas grave. Il y a une lampe torche. De l'autre côté, à Silent Peak. Une armure. Et enfin, pour ce tour, il y a un capteur thermique. Ça l'aurait intéressé, je crois, parce que c'est le même symbole. Ah non. Ah non, il l'a pas. Non, il l'a pas, je croyais. Ah si, c'est le même symbole que l'exosquelette, non? Ouais, c'est le même symbole que l'exosquelette. Seulement, il n'avait pas assez de déplacement pour aller dans cette ville, donc il va se contenter de prendre un de ces objets-là. Je vais lancer un dé pour savoir lequel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, toujours pareil. C'est le 2, donc il va prendre le sac à dos. Il n'a plus que 3 objets cassés en stock, donc il peut récupérer ça. Comme il avait 5 actions, il peut faire 4 fouilles. Une sont des munitions, 2 une capsule, une algo-capsule, 3 une ration de survie, 4 une puce. Donc lui, il a quand même pas mal de chance. Algo-capsule, on sait, ça correspond à un survivant. Voilà, je lui mets sa munition, ça passe à 2 munitions. Une boîte de conserve et une puce trouvée en ville. Ouais. Vraiment, pour lui, c'est une aubaine. Il a de tout, il va pouvoir réparer des objets. C'était son dernier tour, très très lucratif. On le voit. Alors on voit aussi qu'il a utilisé toutes ses cartes, ce qui fait qu'on remélangera son deck pour la prochaine manche. Voilà, il doit nous rester un héros. Ouais, il nous reste notre héros de 4. Alors, héros de 4. Malheureusement, on ne peut pas atteindre les puces là. Il nous restait de la puce, mais ça va être compliqué. Par contre, vu que notre placard vide est activé, on va aller fouiller là. Et là, ça devient super intéressant de fouiller, donc on va faire ça. Non, je me suis trompé. Donc on active notre héros de 4 qui se déplace de 2 jusqu'à Silent Peak. Est-ce qu'il prend un objet? Alors, choix du gibier. Ouh, oui, ça c'est bon. On peut choisir le gibier. Ville, on peut prendre un survivant. Ah, c'est bien aussi ça, hein. Mais il faut des puces. Et sinon, l'armure, il faut 2 puces et du bois, -2 en pression subie. Pour le moment, la pression, je m'en arrange. Le survivant, ça me tente bien en ville.
On prend un survivant en ville, ouais, c'est énorme ça. Sinon, le choix du gibier, j'aime bien, hein. Ça peut me permettre de trouver des gibiers correspondants. Je vais prendre ça pour une action. Ce qui fait qu'il me reste 3 fouilles que je peux effectuer. Donc un placard vide. Alors nous, le placard vide, grâce à notre salle, on gagne un bois, un métal. Ça, c'est assez énorme. Ça veut dire qu'on est plus pénalisé, en fait. Donc un bois, un métal. Très très bien. Ensuite, une planche, donc un bois. Et enfin, une ration. Ça, c'est très très bien. Une boîte de conserve. Ouais, pas mal, pas mal. Là, on n'est pas perdant. Ouais, vraiment, cette salle, elle est bien adaptée à ce qu'on a fait. Résultat, eh bien, tous les héros sont activés. Donc, c'est déjà la fin de la deuxième manche. On arrive à une phase nuit. Phase nuit de la deuxième manche. Donc, elle va consister. Alors, j'ai toujours besoin de regarder. Voilà, la phase nuit, on va résoudre les événements. Alors, résoudre les événements, ce sont des pénuries. Donc, pour l'instant, ça ne s'applique pas. Ça s'appliquera à la phase d'approvisionnement. Est-ce que, par contre, on dépense des choses pour résoudre les événements, c'est-à-dire gagner les points? Alors lui, est-ce qu'il peut? Il faut 3 munitions, 2 puces, 3 puces, 2 munitions. Il n'y a qu'une puce, 2 munitions, donc dans tous les cas, il ne peut pas résoudre d'événements. Nous, bah, on est pauvre aussi en munitions et en puces, donc ça ne va pas être possible non plus. Donc les événements sont toujours actifs. On est au niveau 2 de radioactivité cette fois. Donc attention à ça. Niveau 2 de radioactivité. Et après résoudre les événements, on passe tout de suite à nourrir les survivants. Donc lui, il a beaucoup de monde à nourrir. Beaucoup, beaucoup. Il a 2, 4, 6, 8, 10, ce qui veut dire qu'il va défausser 5 ressources, 5 denrées. 1, 2, 3, 4, 5 pour nourrir tout le monde. Donc il dépense toute son eau, toute sa nourriture. Alors c'est plutôt bien parce qu'il ne va pas chercher de nouveaux survivants. Ce tour-ci en tout cas. Voilà. Nous, on doit aussi nourrir les survivants qui sont dans nos salles. Pour ça, il nous faut 2 plus 2, 4 denrées. On les a. Et on peut même conserver notre boîte de conserve, notre ration. Donc on dépense 4 beefsteaks. Parfait. Une fois qu'on a nourri tout ce monde-là, on va procéder à la gestion de la radiation. Une vague de radioactivité entoure votre abri, sa force augmente. Pour maintenir votre abri hermétique à cette radioactivité, il est nécessaire d'avoir des survivants. Chaque survivant présent dans le sas réduit de 1 la force de la radioactivité. J'ai bien 2 survivants, on est à un niveau 2. Donc là, c'est géré. Par contre, il faut que je dépense une eau nécessaire à cette activité. Voilà. Chaque ligne du sas qui a au moins un survivant coûte une eau. Ouais, c'est ça. Donc j'ai bien dépensé l'eau, on est bon. Ça, c'était pour nourrir les survivants. Ensuite, recruter de nouveaux survivants. Il n'y a plus de denrées, donc ce n'est plus possible. Moi, il me reste une eau, je vais la garder. Je ne vais pas recruter ce tour-ci. Construire une salle et activer leur bonus. Alors, est-ce que je construis une salle? Je pourrais, j'ai beaucoup de bois. Ouais, je vais construire la salle d'eau permanente. Avec 3 denrées, 3 bois. Je construis l'eau permanente. Maintenant, je ne peux pas activer son bonus pour le moment, parce que je n'ai pas suffisamment de survivants. Donc, pour l'heure, c'est pas jouable. Par contre, je dépense les 3 ressources. Attention, je devrais dépenser. Alors là, je ne sais plus si je dois dépenser dans tous les cas ces 2 ressources, mais je pense que oui, hein. Sinon, je peux perdre des survivants. Voilà, vu qu'il n'y a pas de survivants, peut-être pas, je sais pas, il faudra que je vérifie. Mais on verra ça à la prochaine phase nuit. Donc ça, c'était la phase de construction, ce qui ne concerne pas la horde, vous ne construisez rien. Ensuite, on peut réparer des équipements.
Alors, est-ce qu'il peut le faire? Réparer des équipements, oui. Il peut réparer l'acier à métaux. Alors, est-ce qu'il privilégie un équipement plus qu'un autre? Non. Donc ça, bah, on fera phase de nettoyage. Là, il va simplement réparer sa scie à métaux avec un bois, un fer et une puce. Un fer, une puce. Est-ce qu'il avait des ensembles? Non, il n'a pas d'ensemble. Non, non. Donc c'est à métaux, hein, de toute façon. J'aurais pu lancer un dé, mais c'est pareil. Voilà. Il ne peut fabriquer que ça. Là, il y a encore un. Ah non, il peut fabriquer le harpon aussi, en dépensant deux bois et un acier. Deux bois et un acier, il fabrique aussi le harpon, donc il a trois objets ce coup-ci. Base sous-marine, ah ouais, lui, il s'en fout de ça. Il n'ira jamais à la base sous-marine. Voilà, tant pis. Cela dit, c'était un bois. Il avait un bois, deux aciers? Non, il avait deux bois, un acier. Donc il ne pouvait pas fabriquer le piège à ours ni le sac à dos. Donc, il fabriquait forcément le harpon. Ok, d'accord. Bon, ce qui est quand même bien. Nous, on va pas tout pouvoir fabriquer, mais on peut dépenser deux bois et un acier, néanmoins, pour notre fusil. Ce qui est pas mal du tout, parce que ça va nous permettre de renforcer nos scores de chasse. Et oui, on va pouvoir augmenter le rendement quand on abat un gibier, ce qui est très très bon. Euh, Est-ce que je peux... Non, il faut du bois, une puce, un fer. J'ai du fer, j'ai une puce, mais je n'ai pas de bois, donc je peux pas fabriquer le capteur thermique, pas encore. Ça, c'était pour la phase de réparation des équipements. Enfin, je nettoie mon abri. Donc les denrées périssables se détériorent très vite, donc s'il reste de la viande, bah, c'est pas le cas, ni à la horde ni à nous. Elle est défaussée, on défausse les jetons sauf deux. Les jetons d'eau, moi il m'en reste un, la horde il ne m'en reste pas. Et enfin, replacer vos équipements sur la position utilisable. Donc ça, c'est son exosquelette par exemple. Et moi, de toute façon, j'ai que mon fusil utilisable. Voilà. Donc là, on est prêt pour la suite. C'est la fin de la deuxième manche, puisque la nuit arrive à son terme. Donc on va passer à une nouvelle phase d'aube immédiatement. Alors la troisième manche commence avec la résolution des événements. Eh oui. Donc on sait que les pilleurs vont agir, qu'il y a une pénurie globale et qu'on révèle un troisième événement. On est toujours au niveau 2 de radiation. Alors cette fois, qu'est-ce qui se passe? Le gibier mute. Ah oui, en effet, il n'a pas l'air... ah oui, il a trois pattes, des dents de vampire. Ouais. Les cerfs sont un peu spéciaux, donc il faut accentuer nos efforts pour les buter, parce qu'ils ont un plus 1 de résistance, et pour régler ça, il va falloir purifier tout ça, notamment l'eau qu'ils boivent, en dépensant de l'eau et de la nourriture. Ou alors c'est peut-être faire des pièges. Bon voilà, on a vraiment... Alors ça, par contre, nous, on est immunisé. Je pense que c'est pas une pénurie, donc on est immunisé à ça. Ce qui fait qu'on ne subit pas les effets de, de, de cet événement. Alors que la Horde, oui, elle va le subir. Ensuite, on va passer une phase de réapprovisionnement. Alors, je vais commencer par les villes, histoire de ne pas oublier, comme tout à l'heure. Donc, je vire tous les équipements qui étaient présents. Ils ont été ramassés déjà. On va en mettre d'autres. On va commencer par Silent Peak pour une fois. Et ensuite, Blackwood. Voilà. Alors, à Blackwood, il y a une carte d'accès. Ça, c'est pour aller au barrage sans payer. C'est vachement bien. Un sac à dos et une hache. À Blackwood, encore une fois, c'est thématique. À Silent Peak, on trouve une tronçonneuse, une carte d'accès, ouais, bah décidément, je vais la récupérer la carte d'accès, je pense, et un purificateur. C'est les mines me rapportent de l'eau. Ah, c'est sympa, hein.
Ça permet d'effectuer des actions hybrides. Tant qu'on est dans les villes, on va renouveler la fouille. Donc à Silent Peak, on prend tous les jetons, on va les mélanger. C'est Silent Peak ou c'est Blackwood? C'est Blackwood. Donc voilà, Silent Peak. On reprend 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, qu'est-ce qu'on ne va pas croiser? Un placard vide, une puce, une algo-capsule et de l'eau. Donc il va rester des munitions notamment. À Blackwood, on prend ça, on mélange. Pas hyper simple de mélanger ces petites tuiles, mais bon, par contre, elles sont agréables au toucher. Elles sont fines, mais j'aime bien les manipuler quand même si elles sont un peu petites. Donc 1, 2, 3, 4. On va isoler ces 4-là et on va laisser celle-ci. Voilà, les 6. Donc là, au niveau des villes, on est bon au niveau de la pro. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à Blackwood? C'est Blackwood, ça? Ouais. Des planches, une ration de survie, un placard vide et des algo-capsules. Bon, on est assez près. À la limite, Blackwood m'intéresse plus parce qu'il y a plus de puces. Enfin, je peux tomber sur une puce alors que là, je crois que je ne peux plus. À Silent Peak, je crois que la puce, elle est sortie, ouais, c'est ça. Donc, j'irai plutôt ici. Maintenant, on va réapprovisionner le reste. Alors, par exemple, on va commencer ici au cargo. Donc, une boîte de conserve et un survivant. Alors, moi, je mets les boîtes de conserve, c'est pas du tout obligé, mais j'aime bien. Euh, dans la mine, on va passer. Alors, attention, il y a les pénuries, donc on est à 5. On reste à 5. Au niveau des munitions, est-ce que la pénurie les concerne? Réserve, bois, métaux et puces. Non, les munitions, c'est bon. Il y a toujours 6 en munitions. Pas de changement. L'eau, c'est pareil, il n'y a pas de changement. 7. Par contre, le bois, il n'y a que 5 unités à poser. Les puces, c'est pareil. Donc il en manque une là. Et voilà pour les appros. J'ai tout fait, ouais. Sachant qu'attention, hein, les puces, c'est 5 moins 2. Parce qu'il y a quand même le premier événement qu'on n'a pas changé non plus. Donc attention à ça. Je vais aussi mettre des petits jetons pour pas oublier que les gibiers, en ce qui concerne la horde, eh bien, sont plus difficiles à buter. Donc je vais leur mettre, non, je vais leur mettre un point rouge supplémentaire, un petit cube rouge dessus. Ça me rappellera qu'il y a quelque chose. J'aime bien mettre des petites aides de mémoire parce qu'en filmant, on oublie des trucs, même sans filmer déjà, mais en filmant, c'est encore plus vrai. Donc voilà, j'ai mis un cube rouge pour signifier qu'on avait euh, un malus de 1 en chasse, sauf nous, puisque nous, on est immunisés sur ces effets d'événements, donc ça c'est plutôt bien. Voilà pour la phase d'approvisionnement. On va désactiver tous les héros, ce qui va nous permettre de lancer une nouvelle phase collecte. Alors avant ça, bien sûr, on va remélanger le deck de la horde. Voilà, j'ai bien mélangé. On est bon. Allez, on voit ce qu'elle fait directement pour la troisième manche. Priorité de la horde, elles seront au cargo. Ouais. Ils ont bien confiance dans leur capacité à survivre quand même, donc elles seront au cargo. Est-ce qu'elle peut seulement? Ben non. Elle ne va pas pouvoir puisqu'elle a déjà un héros présent. Donc deuxième option, fête foraine. Oui, ça, elle peut le faire. Sans problème, hein. Elle a un... Ah, purée, alors ça, c'est pas cool. Elle va récupérer toutes les... Ouais, elle va récupérer toutes les puces. Très, très gênant. C'est-à-dire que je n'ai plus qu'une puce, moi. Ok. Bon, c'est comme ça. Ensuite, c'est à nous. Alors, ça va être compliqué.
Ouais, c'est compliqué, hein. Est-ce qu'on n'irait pas au cargo? Ou alors est-ce qu'on n'irait pas chasser? On a 5 là, mais il nous reste qu'une munition. Je vais pas pouvoir récupérer une munition tout de suite. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est aller chercher de l'eau. Allez, je vais chercher de l'eau. J'envoie ce héros au barrage. Je dépense une puce. C'était la dernière qui me restait pour récupérer 3 os. C'est pas terrible, mais ça sera utile. Je suis pas sûr de pouvoir récupérer de la nourriture, donc bon, l'eau peut compenser. La Horde. Alors, elle va à la base militaire. Ah, oui, il va envoyer ce héros-là à la base militaire. Alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend directement les algues. Et en fait, ça lui permet de récupérer un survivant supplémentaire. On sait que il, euh, il soigne les nourrissons, et donc peut survivre. Il récupère 2 munitions, puisque c'était un héros de niveau 3. Voilà. Et là, les algues ne sont plus disponibles. C'est à nous. Ouais, je vais récupérer des munitions encore. Parce qu'il en reste pas mal. Je peux pas lui mettre la pression, mais je peux récupérer 4 munitions. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Ensuite, la horde. Hop. Elle va aller sur un lieu de chasse. Ça, j'aime pas ça. Moi aussi, je veux aller dans un lieu de chasse. Alors, qu'est-ce qu'elle va viser comme lieu de chasse? Elle peut pas aller ici, déjà. Parce qu'elle a déjà un héros. Elle peut venir... Ah non, elle peut pas venir là non plus. Ah, mais elle a son exosquelette, donc si elle peut. Si elle peut rejoindre n'importe quel lieu de chasse, quasiment, grâce à son exosquelette. 1, 2, 3. Ouais. Donc elle va déplacer son héros de 4 grâce à son exosquelette encore, vers un lieu de chasse. 1, 2, 3. Ah non. Elle prend lequel? Oui. 4, puisque c'est le seul endroit où elle n'a pas de héros. Donc 4. Vive l'exosquelette. Elle amène un niveau 4 ici, mais elle doit atteindre un niveau 8 de chasse. Donc 4 et 4 munitions, ça lui permet de venir à bout de ce gibier. Gros gibier. Qui lui rapporte 5 nourritures. En même temps, ce qui commence à vider la réserve d'animaux. Donc 5 nourritures fraîches d'un coup. Elle va en avoir l'usage, hein, parce qu'elle a beaucoup de survivants à nourrir. Voilà, 5 nourritures. Là, on va révéler une nouvelle tuile. C'est un gibier de niveau 4. Enfin, 5 pour elle. Et ça met fin à son tour, parce elle a tout effectué. Je pense... Alors moi, soit je vais chasser, ouais, je vais aller chasser. Avec ce héros-là, je me rends aussi à la fête foraine. Je vais chasser. Alors moi, j'ai qu'un niveau 7 à atteindre. 7, donc je dépense 2 munitions pour récupérer la deuxième tuile de la même nature, qui me permet de prendre 5 nourritures fraîches aussi. 2, 3, 4, 5. Par contre, ici, ah ouais, c'est un gibier de 6 plus 1. Ok. Est-ce qu'il reste un héros inactif? Oui, il reste un héros inactif pour la Horde, c'est son héros de 5. Donc en pioche. Elle va essayer d'aller en forêt, elle peut le faire. Et donc en forêt, elle récupère du bois. Donc elle prend les 5 unités de bois. Elle a été bien efficace là sur ce tour. Beaucoup de ressources. Moi, il me reste un ouvrier de 3. Je vais me rendre ici. Je vais récupérer tout de suite la carte d'accès que je mets du côté cassé. Et comme c'était un niveau 3, je vais effectuer 2 fouilles. C'est de l'eau bénite, ouais, et du fer. Ok, eau bénite et fer.
Un en eau, un en fer. Bon, j'ai pas de plus du tout. J'ai beaucoup d'eau, beaucoup de nourriture, donc ce sera pas le problème sur ce tour. Voilà. Eh bien, on a déjà fini, on a déjà terminé cette troisième manche. Voilà. Il n'y a pas eu de pression, il n'y a pas eu de tension particulière entre nos clans. Pourtant, on se talonne à chaque fois. J'aurais pu lui mettre, enfin non, en théorie, j'aurais pu lui mettre la pression, mais vu qu'il ne la subit pas, c'est peine perdue. On va tout de suite passer une phase nuit. Alors, on résout les événements. Donc là, bon, il n'y a rien de spécial, ce sont des événements qui ont en cours. Alors, par contre, est-ce qu'il a moyen de résoudre les événements, notamment le gibier mutant? S'il n'a pas d'eau, donc il ne peut pas dépenser. Il a des puces, il n'a plus de munitions, donc il ne va pas pouvoir résoudre non plus ces événements-là. Est-ce que moi je le fais? Alors je pourrais, pour gagner des points de survie, j'ai largement de quoi, bah, je vais le faire. Je vais enlever le gibier mutant. Alors c'est sûr que ça a l'avantage un peu aussi, mais moi ça me donne des points de survie précieux pour compenser tous les objets qu'il a, hein, tout simplement. Donc je gagne le gibier mutant. Et je règle ça en même temps, je le chasse. Et voilà qui est fait. Donc je paye. Ah, c'est payé. Bon, donc j'ai pris 4 points de survie, ça c'est bien. Après, on doit nourrir les survivants. Alors lui, eh ben, il a du monde, hein. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc il doit dépenser 6 ressources. 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 ressources, ce qui veut dire qu'il n'a pas assez pour nourrir tout le monde. Dans ce cas-là, eh bien, je crois qu'il va paumer du monde. Étape de nuit. Nourrir les survivants, elle se défausse de 1 denrée pour 2 survivants arrondi à l'inférieur. Si elle n'a pas assez de denrées, elle se défausse d'autant de jetons survivants que de denrées manquantes. Donc il lui manque une denrée, donc elle perd un survivant. C'est ça, 1, 2, 4, 6, 8, 10, ouais. Donc il lui manque une seule denrée manquante, donc c'est un survivant qui est mangé, j'imagine, pour nourrir les autres. Nous, il faut qu'on nourrisse aussi tout notre petit monde. Donc là, c'est 2 nourritures, 2 nourritures, 2 nourritures. Je vais regarder si je dois absolument nourrir les survivants. Chaque salle dans laquelle il y a au moins un survivant coûte des denrées. Non, donc là, j'ai pas de survivant. Donc en fait, je n'ai qu'à dépenser 4 denrées. Je dépense 3 steaks et une eau, ce qui fait que je conserve un maximum de choses pour la suite. Bon, c'est pas voulu, mais ça tombe bien, c'est bien carré au niveau du stockage maximum. Enfin en eau en tout cas. Voilà pour nourrir les survivants. Je dois aussi hydrater les survivants présents, donc là je dépense une eau supplémentaire. C'est bon. Et ensuite on gère la radioactivité. On est 2, il y a un niveau 2, on est bon. Pas de problème. Alors ensuite on passe à une phase de recrutement. Pour la horde, c'est réglé. Il n'a plus de denrées, on a vu qu'il avait déjà des problèmes pour nourrir tout le monde. Moi par contre j'ai de la réserve. Est-ce que je recrute? On va passer à un niveau... Non, on reste à un niveau 2 de radiation. Est-ce que je recrute pour activer mon eau permanente? Ça peut être bien, hein. Ça peut être bien. Je suis en train de penser que tout à l'heure, j'ai pas utilisé mon fusil à pompe pour gagner plus. Donc je vais considérer que je l'ai activé et je vais gagner plus une denrée. Que j'aurais dû la gagner lors de la chasse. Ce qui fait que là, ça va me permettre de recruter quand même. Ouais. Ouais, donc ce que je vais faire, je vais dépenser au moins... Hmm, je vais dépenser au moins un beefsteak pour attirer un nouveau survivant ici. Après, recruter. Est-ce que je peux les mettre directement sur une salle? Recruter. Pour chaque denrée, décide de dépenser, je regagne un nouveau survivant qui place dans son sas. Ouais. Ensuite, construire 2 salles et activer leur bonus.
Quand on parle de matériaux, il s'agit de choix de bois, métal. Dans cet état, vous pouvez à tout moment déplacer les survivants de votre sas vers les emplacements libres de salles construites. Ouais, donc là, je suis dans cette phase-là. Donc là, je vais déplacer un survivant supplémentaire dans l'eau permanente. Est-ce que... Ouais, je vais déplacer aussi... Ah, c'est du sas. Bon, donc je ne vais pas déplacer d'autres survivants pour le moment. Quoique, si, je vais déplacer un autre survivant du sas vers la salle d'eau permanente. Ouais, parce que si je peux recruter, je compléterai cette salle assez vite pour activer ce bonus. Tant pis, ici, j'ai de la marge au niveau radioactivité, donc c'est pas trop méchant. Voilà, je peux rien faire d'autre, je ne peux pas construire de salle, je ne peux pas améliorer. Enfin, je peux pas réparer d'objets, lui non plus, je pense pas. Ah si, il peut réparer son sac à dos contre 3 bois. Un, 2, 3. Il dépense. Et donc ce sac à dos, est-ce qu'il vient compléter un autre équipement? Non. Non, non. Par contre, ça lui fait des points, hein. Ça c'est sûr. Voilà, en ce qui concerne la horde et les réparations. Ainsi s'achève la troisième manche. Je vais profiter de cet instant pour mettre fin au premier épisode consacré à Outlive, simplement parce qu'on est à l'exacte moitié de la partie. Il nous reste 3 manches. Donc ces 3 manches vont être intéressantes pour constituer un deuxième épisode. Lors de cet épisode, je m'efforcerai notamment d'utiliser la base sous-marine pour montrer un petit peu ce dont il est question. Par exemple, activer le robot, à quoi ça sert, activer d'autres actions, quelles actions sont utiles en solo, quelles actions sont moins utiles en solo, des choses comme ça. Est-ce que cette phase est pertinente aussi en solo? Ça nous servira pour tirer quelques conclusions de cette expérience vidéo partagée. Pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt et surtout à vous demander de prendre soin de vous. On se retrouve très très vite pour un second épisode et la suite de la partie. En attendant, je vous embrasse. Salut! Salut à tous et bienvenue sur Eric Studios Jeux de plateau. On se retrouve pour la suite de notre partie d'Outlive en version Complete Edition. Et dans une partie où on a injecté l'extension Underwater. Donc l'extension nous conduisant à utiliser le plateau phase B et la base sous-marine, ce que j'ai pas encore eu l'occasion de faire lors des 3 premières manches, mais ce que je vais m'employer à faire dans la suite de la partie pour illustrer aussi ces mécaniques. Voilà. Donc on reprend. On était donc à la 4e manche. 4e manche qui va démarrer par une phase d'aube. Alors la phase d'aube, c'est quoi la phase d'aube déjà? Phase d'aube. On va réapprovisionner les lieux pour l'essentiel. Alors attention, on va réapprovisionner les lieux en tenant compte des événements en vigueur. Donc, pour nous réapprovisionner les lieux, ça consiste à mettre du bois ici, mais à cause de la pénurie globale, on peut mettre que 5 bois au lieu de 6 pour 2 joueurs. 3 et 2, 5. L'eau n'est pas affectée par cette pénurie, donc on peut rajouter 3 eaux, voilà. Les munitions non plus ne sont pas affectées, la base militaire n'est pas dans cette situation de manque. Bon, je revérifie. Non, non, non. C'est surtout les ressources naturelles qui sont affectées. On réinitialise les algues. Par contre, les métaux, oui, dans la carrière, et puis les puces électroniques aussi, ce qui va commencer à nous manquer cruellement, je pense, à un moment donné. D'autant que si la pénurie nous amène à rajouter que 5 puces, eh bien le deuxième événement, enfin celui qu'on avait le premier, nous en enlève 2 autres. Donc on n'est qu'à 3 puces électroniques pour cette 4e manche. Donc ça devient vraiment compliqué. Il nous reste à réalimenter les villes. Alors, réalimenter les villes, ça veut dire retirer tous les équipements déjà
Donc on va commencer. Donc j'ai renlevé tous les équipements, que ce soit à Blackwood ou à Silent Peak. On va également remélanger toutes les tuiles fouilles. Alors ça c'est où ça? Ça c'est Blackwood. Donc Silent Peak. Je remélange. En V4, 1, 2, 3, 4. On va pouvoir regarder ce que c'est. Donc Silent Peak c'est fait. Qu'est-ce qu'on a retiré? Les munitions, une ration et de la ferraille. C'est-à-dire qu'il y a 2 placards vides. Alors ça peut nous arranger, hein. Nous, avec notre salle spéciale, ça peut être bien. On va réalimenter en termes d'équipement. Donc là, c'est une batte de baseball. Donc c'est pression +1. Aucun intérêt en solo. Boîte à outils base sous-marine, +1 point de collecte. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas? C'est un équipement amené par l'extension, on voit la goutte ici. Et un arc, la forêt nous ramène une nourriture en plus. Et ça complète quoi? Je sais pas s'il n'a pas ce genre de symbole. On verra tout à l'heure. Voilà. On va faire la même chose tout de suite avec Blackwood. Alors, Blackwood, c'est là. Pareil, je vais en enlever 4. 1, 2, 3, 4. Je rajoute 3 équipements. Piocher au hasard. 1, 2, 3. Donc on a l'arc, +1 en forêt. Bah là-bas aussi, on l'a, l'arc. Le jerrycan, +1 en eau au barrage. J'aime bien. Et l'armure, ça on l'a eu tout à l'heure. Il faut des puces, alors autant dire que ça va être compliqué. Voilà pour Blackwood et Silent Peak. On a réapprovisionné toutes les zones. Le cargo, lui, n'a pas besoin d'être réapprovisionné. Je vérifie si on est bon. Ouais, on est bon partout. On a des lieux de chasse approvisionnés aussi. Donc ça va à peu près. Voilà pour l'approvisionnement et la phase de jour. Donc c'est le début du tour des actions. On révèle un nouvel événement. Alors nous, on est toujours immunisés. C'est une nuée d'insectes, cette fois. Retirer les tuiles gibier visibles sur le plateau qui a la plus grande résistance. Ah d'accord. Alors ça, quand est-ce que ça va s'appliquer? Retirer la tuile gibier. Je crois que ça s'applique maintenant, hein. Alors la tuile gibier qui a la plus grande résistance, c'est le 6 là. C'est ça, je revérifie. Début du tour. Sur le plateau, retourner la première carte encore face cachée et appliquer son effet. Ouais. Donc on enlève le 6. Dans la mesure où j'ai résolu les gibiers mutants, je vais enlever aussi Je vais retirer aussi les petits jetons que j'avais rajoutés pour montrer les pénalités. Ça n'a plus lieu d'être. Là, on est revenu à un niveau de gibier normal. Là, je révèle un nouveau gibier, du 7. Donc là, ça va m'intéresser, d'autant que je n'ai pas de héros prêt. Ah si, j'en ai un. Mince, j'avais pas vu. Et en plus, c'est le 5. On va d'ailleurs désactiver tous nos héros, y compris ceux de la Horde. Voilà, tout le monde est désactivé. Ce qui va nous permettre de relancer le tour de jeu à partir des actions de la Horde. Donc pour cette 4e manche. Alors la Horde, elle va commencer par aller en ville. Mais donc c'est Primo, un de ses héros niveau 3 qui va en ville. Donc là, les deux peuvent atteindre les villes. D'autant que j'ai pas réactivé leur exosquelette, mais de toute façon, ils ont l'exosquelette, hein, de toute manière. Donc, ville. Alors, ils vont privilégier la ville qui pourrait les aider à compléter un set d'objets. Par exemple, là, le harpon, le sac à dos, tout ça, il y a
Alors le harpon, oui, bah voilà, ils peuvent aller chercher la boîte à outils pour compléter le harpon. Ça c'est un premier exemple. L'arc, est-ce que ça leur permet de compléter? Non. Le jerrycan non plus. Ouais, donc ils vont venir là. Donc c'est grâce à ce héros là qui arrive à Silent Peak qu'ils récupèrent le harpon, qu'ils mettent en réparation. Et ça leur, pas le harpon, la boîte à outils qui leur permettrait de compléter le harpon, donc doubler leur nombre de points de victoire pour cet objet. Euh, il n'a utilisé qu'un point, donc il peut faire deux fouilles. Il peut effectuer deux fouilles. Un placard vide, donc ça va rien lui rapporter à lui. Et une eau bénite. Bon, l'eau est toujours la bienvenue pour la horde, qui en a besoin quand même. Voilà. C'est tout pour lui. Ensuite, quant à nous, alors je ne vais pas pouvoir récupérer de plus maintenant, ni euh, ni... Ah, ça c'est embêtant ça. Ni de gibier. Alors je vais avoir besoin de gibier parce que là j'ai 3 salles d'activer, donc il me faut au moins 6 ressources. Là-bas je peux pas aller tout de suite au barrage, d'autant que j'ai plus de puces. Oh, ça va être compliqué. Donc ce que je vais faire, je vais assurer le coup, je vais venir avec mon 5 ici. Je vais venir au cargo, je vais récupérer 3 denrées, 3 conserves et un survivant que je vais envoyer dans ma salle. Ah non, est-ce que je peux le mettre directement dans ma salle ou pas? Je sais plus. Quand je recrute, alors je vais vérifier, sachant que dans la règle du jeu, toutes les salles sont détaillées, hein. On a absolument tout le détail des salles. Alors là, c'est une eau permanente.